Bienvenue, bonsoir à tous, bienvenue sur la Safe Place des sorcières. Ici, on peut parler de ses dons, de ses ressentis en toute sécurité. C'est un espace sans jugement où l'on vient comme on est. Donc des good vibes, mais aussi plein de révélations et des enseignements sont au menu ce soir. J'ai beaucoup de chance de vous présenter Martine Gerco. Dans une seconde, elle est psychanalyste, psychothérapeute. Elle a osé s'aventurer sur des terres oubliées, celles entre autres des états modifiés de conscience. Donc au risque de passer pour une sorcière aux yeux de ses pairs, dans son dernier livre, Une psy, je le remontre, parle aux esprits, publié chez Mama Édition, Martine Gerco transmet son parcours de vie et sa vision élargie sur le monde avec une plume merveilleuse, qu'on a vraiment du mal à quitter. Stéphane Alix, un confrère journaliste que vous connaissez sans doute, prévient, il est sur la couverture, ouvrez ce livre et vous ne parviendrez plus à vous arrêter, et il a raison. D'ailleurs, il qualifie mon invitée de ce soir comme l'une des plus grandes aventureuses psychanalystes de sa génération. J'ai le plaisir d'accueillir sur Apprentie sorcière Martine Gerco. Martine, bonsoir. Bonsoir Julie, et je suis ravie d'être avec vous ce soir et puis de pouvoir répondre aux questions des auditeurs, des auditrices quand ils le souhaiteront. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que ma présentation était juste ou est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? C'est vrai que je suis une aventureuse, une aventurière, une défricheuse aussi, et j'aime aussi explorer les chemins les moins fréquentés. C'est mon adrénaline dans la vie. C'est ça, alors justement, c'est ma première question. Qu'est-ce qui vous a amené à sortir des cases et à aller là où personne n'allait ? Qu'est-ce que c'est ce feu intérieur qui, dès le départ, vous a dit, voilà, la voie, elle n'est pas celle qui est prévue ? Le conventionnel m'a toujours énormément agacée, ennuyée. Et quand j'étais petite, mes parents parfois me traitaient d'extraterrestre. J'avais souvent les yeux perdus dans le... Je rêvais, j'étais une grande rêveuse. Et j'adorais la nuit parce que je rêvais et j'avais l'impression que le rêve, c'était une seconde vie, comme l'a dit très bien Gérard de Nerval. Et puis, j'avais un grand-père qui était un sage, qui était un érudit et qui était un talmudiste et qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et quand il est parti, j'étais très jeune, quel âge j'avais ? J'avais 10 ans. Il m'a beaucoup manqué. Et je pense, et j'en suis convaincue, que ma quête s'origine de ma relation avec lui. Et il s'appelait Abraham. En francisé en Adolphe, mais il s'appelait Abraham. Donc, c'était vraiment mon père spirituel. Ah, merci à lui, la chance on a eue qui vous emmène sur ce chemin. Alors, dans votre nouveau livre, qui est vraiment merveilleux, le mot hérétique revient souvent, y compris dans la merveilleuse la préface de Stanislas Grof. On en reparlera de Stan tout à l'heure, évidemment. Comment est-ce que vous assumez ce mot d'hérétique aujourd'hui ? Alors, puisqu'on parle des sorcières, j'ai certainement été une sorcière dans une vie antérieure. Avant, je n'aurais même pas parlé des vies antérieures parce que je me serais faite vraiment mettre bûcher par mes confrères. Maintenant, je m'en fiche. Je pense souvent avec tendresse à Françoise Dolto, qui était une très grande psychanalyste pour enfants. Et au terme de sa vie, lorsqu'elle avait 80 et quelques années, quand elle disait que lorsqu'elle accompagnait un enfant psychotique ou même un patient en difficulté à la porte, elle le remettait dans les mains de ses guides. Donc elle avait plus peur de dire qu'elle était peut-être une hérétique par rapport à la psychanalyse classique. Et moi, maintenant, au terme de plus de 40 ans de pratique, une pratique que j'aime infiniment et dans laquelle je me suis vraiment éclatée, j'ose pas, j'ai pas envie de me désavouer et de faire semblant. Je pense que on est dépositaire ou dépositrice de tout un savoir qui s'est transmis peut-être de vie en vie, je pense qu'on ne naît pas table rase et j'ai toujours senti que la psychanalyse était pour moi un ancrage nécessaire. Il fallait que je m'ancre parce que j'avais besoin de cette structure, de cette vertébralité psychique. Et je pense que ça m'a aidé à m'autoriser à aller explorer d'autres champs de conscience, puisque la psychanalyse m'avait vraiment structurée. Et donc, quand j'étais petite, j'étais très rêveuse et je sentais qu'il y avait d'autres mondes, d'autres réalités. Je faisais des rêves prémonitoires, je rêvais souvent de très, très grands cataclysmes, d'océans qui submergeaient la Terre. Et
et j'étais dans une famille très aimante, dans laquelle il n'y avait aucun drame. Et j'ai découvert après, en lisant des textes sur l'Atlantide, que en fait, je rêvais de cataclysmes qui s'étaient passés il y a des milliers d'années, sans être au courant de ce qui s'était passé. Donc j'avais quelque chose, il y avait une part de mon inconscient qui se promenait la nuit, Ouais. qui allait dans d'autres réalités. Et on vit dans différents, il y a différents niveaux de réalité qui nous entourent. Et lorsqu'on justement on explore les états modifiés de conscience, hein, on a accès à ces niveaux de réalité, mais on peut pas les mettre, on peut pas les faire, on peut pas autoriser ou permettre à n'importe qui d'aller s'y balader, parce qu'il y a aussi des risques de décompensation. Ah oui. Donc, comme c'est le terme de notre émission, attention à ne pas se laisser enivrer par ce terme d'état de conscience modifié ou d'état d'expansion de conscience, parce que ça peut aussi présenter des dangers, comme le fait de faire des voyages hors du corps, d'apprendre à quitter son corps ou de faire des voyages astraux. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fait très peur pour les gens qui ne sont pas structurés. Quand ça arrive de façon naturelle, ok, mais il faut savoir aussi retourner dans la réalité, dans notre réalité matérielle, dans notre réalité humaine, et surtout s'y sentir bien. Il ne faut pas que le voyage en état de conscience modifié ou la découverte de niveaux multiples de l'être soit une échappatoire à cette réalité. Parce la fameuse fuite. Ah oui, c'est la fuite en avant, et c'est pour ça qu'il y a énormément de décompensation, comme les prises de substances. Hein, il faut faire vraiment très très attention. Exactement, vous faites très bien de le souligner, et je vais évidemment dans ce sens. Les états élargis de conscience, on peut dire ça aussi, élargis, sont des endroits où il faut vraiment être accompagné et être très ancré, comme vous le disiez. Vous avez pendant des années exploré votre conscience, vous l'avez tordue dans tous les sens, vous avez fait un travail corporel aussi, on va parler aussi un peu du chamanisme, et puis vous avez traversé des épreuves, hein. On va peut-être rapidement passer dessus, mais quand même, c'est mourir pour renaître. Je crois que vous êtes un phénix. Oui, d'ailleurs, dans la tradition chamanique, on ne peut pas accéder à la fonction de chaman si on n'a pas survécu à des épreuves. Alors, soit elles nous sont imposées par le clan, soit ce sont des maladies organiques ou des maladies psychiatriques, et nous sommes notre propre guérisseur. Moi, je me dis pas du tout chaman. Hein, souvent on me dit mais t'es chaman. Je dis non, je suis pas chaman. Je suis d'abord une. Je dirais maintenant, je me sens comme une guérisseuse. Lors d'un voyage chamanique, j'avais entendu par un de mes esprits alliés que j'étais une penseuse d'âme. Et ça me va très bien. C'est magnifique. Celle qui met des pensements. Et je trouve ça très beau. Il y a les deux sens, c'est splendide. Voilà. Parfait. Et voilà, mais je ne suis pas chamane, et on ne peut pas. Nous sommes des occidentaux, avec une culture occidentale, on est issus d'une tradition judéo-chrétienne. Donc elle nous a fécondés, elle nous a fascinés, même si à certains moments on la rejette. Moi, j'ai rejeté ma tradition. C'est pas que j'ai rejeté, mais je me sentais un petit peu à l'étroit de par certaines circonstances. Donc, j'ai été explorée. Je l'ai pas rejeté. J'étais toujours. Je me sentais très fondamentalement issue de cette tradition dans laquelle j'étais née, mais dans laquelle il y a eu énormément de souffrances générationnelle et transgénérationnelle. Donc, j'ai eu besoin d'explorer d'autres traditions. Alors, je suis allée en Inde, j'ai eu un maître soufi, j'ai exploré le bouddhisme tibétain. Et puis, je me suis aperçue que, en fait, je m'éloignais certainement d'une partie de moi. Mais j'avais besoin de me distraire. De sortir de ce drame. Je suis née 5 ans après la guerre, et toute ma famille était très, très, très marquée. Donc, j'avais besoin de m'autoriser à vivre peut-être une forme d'adolescence, quitter la famille. Vous exploriez, quoi, vous étiez exploratrice. J'explorais, voilà. J'étais exploratrice, et il y a quelques années, je me suis rendu compte que peut-être je m'égarais à sortir de ma tradition. Et justement, c'est le problème avec les substances, avec l'ayahuasca, où les gens sont en quête d'exotisme.
et s'attendent à avoir des visions, par exemple avec l'ayahuasca, des visions qui vont être de type ethnique. Alors, il faut absolument voir le jaguar, voir le serpent, voir... Mais non, je veux dire que même quand on prend une substance étrangère, comme l'ayahuasca, qui est vraiment une substance très autochtone, Oui. on va vivre, avoir des expériences qui ont trait à notre histoire et qui ne vont pas nécessairement nous relier à la terre d'où provient cette plante. Oui, et si on est en quête de cela, il y a des déracinements de la médecine, voilà. Une médecine locale est toujours plus pertinente qu'une médecine, voilà. Mais le chaman, puisqu'on parle du chaman, le chaman va être très bien pour vous donner la plante, pour vous accompagner pendant la cérémonie, mais je suis maintenant de plus en plus convaincue que celui qui prend la plante, ce qu'on appelle la médecine, aura besoin d'un psychothérapeute occidental de la même culture que lui pour comprendre ce qu'il a vécu, Ah ce oui, qu'elle a vécu. Bien sûr. Le chaman péruvien, il ne va pas pouvoir vous accompagner dans l'intégration. Et l'intégration, mettre des mots MOTS sur l'expérience, c'est vraiment essentiel. C'est le but de la méthode. Voilà, mais beaucoup on passe à côté, effectivement, et donc les gens peuvent accéder à des niveaux de conscience et des éléments qu'ils ne peuvent pas intégrer, pas comprendre, et donc du coup qui peuvent être perturbants. C'est pas une bonne idée. Mais avoir comme possibilité de faire cette intégration auprès d'un psy qui est lui-même pris l'ayahuasca. Parce qu'un psy classique qui n'est pas du tout familier des états de conscience modifiés peut passer aussi à côté de ce que lui dit le patient. Oui, s'il n'a pas connu, effectivement, s'il n'a pas expérimenté par lui-même. Alors, vous, des expérimentations, vous en avez fait de nombreuses. On va parler de la respiration holotropique prochainement parce que c'est quelque chose que vous continuez à transmettre et c'est merveilleux. Au-delà de ça, donc l'ayahuasca, vous l'avez, comme on dit, vous l'avez bu? Oui, je l'ai bu et c'était franchement dégueulasse, mais c'est vraiment insuffisant. Et quand je l'ai bu, j'en ai pris la première fois, mais j'avais des jeunes enfants, et je me suis dit, j'avais l'impression d'être Socrate qui buvait la ciguë. Vous savez, la ciguë, ce breuvage qui l'a empoisonné, en fait. Ouais. J'ai pensé à Socrate. J'étais pas Socrate, mais j'ai pensé à Socrate qui buvait la ciguë. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que je buvais un poison. Et en fait, quelque part, c'est une sorte de poison, puisque ça vous fait vomir. Et si vous ne vomissez pas, d'abord, vous n'avez pas de vision et vous vous sentez complètement intoxiqué. Oh là là. C'est pas une plante anodine, hein, c'est pas comme fumer trois taffes de marijuana. Hein, c'est dur, c'est très très difficile comme voyage, le voyage avec l'ayahuasca. C'est une épreuve physique et mentale. Voilà. Mais encore faut-il être très incarné, très ancré quand on la prend, parce que il y a énormément de décompensation et de gens qui n'en reviennent pas, hein. Et de gens qui meurent aussi. Donc il faut faire aussi attention aux interactions médicamenteuses. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Non, il ne faut pas y aller comme ça, vous rigolez. L'effet cocktail, attention. Est-ce que c'est le cas aussi pour la psilocybine? Alors, la psilocybine, d'abord, il y a beaucoup moins de commercialisation de la psilocybine. Et la psilocybine, maintenant, elle est utilisée, elle est très expérimentée dans des laboratoires, en fait, de microdoses. Donc, maintenant, certains psychiatres, pas encore en France, ou bien sous le manteau, utilisent la psilocybine dans les cas de dépression. D'accord. Ouais. D'accord, je savais pas en France, comme on est toujours très en retard, mais dans les années 60, le LSD était utilisé dans les hôpitaux psychiatriques à Sainte-Anne, chez Denis Kerr, on utilisait le LSD. Avec des résultats oui, tout à fait. Mais c'est dommage, c'est tout à fait dommage qu'il ne soit plus utilisé. Et comme en France, on est toujours très, très en retard sur tout, donc peut-être dans quelques années, on l'espère, on pourra y avoir accès. Je sais qu'il y a certainement des psys qui proposent des thérapies sous LSD, mais on ne peut pas le faire officiellement en France. Donc moi, on me demande souvent et je refuse parce que c'est pas légal et je veux pas. Voilà. Quand on fait quelque chose sous le manteau, de façon non légale et non officielle,
il y a des trucs pas clairs. Quand on propose une substance, il faut que le psy soit extrêmement clair. Bien Il y a sûr. quelque temps, il y a un psychiatre, comment il s'appelait, Olivier, vous le connaissez, qui travaillait, Olivier Soulier. Hein, Ah Olivier oui, Soulier, hein, c'est un homme qui avait, je crois, une pathologie cardiaque, et il a pris beaucoup de substances, et bon, très bien pour lui, hein, mais il est mort d'une crise cardiaque lors d'un voyage sous substance. mm, Alors, lui était médecin, il devait mm. savoir, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans son histoire, mais celui qui lui a donné la substance n'aurait pas dû la lui donner, puisque le patient Oui, bien sûr, Olivier, donc il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. c'est sûr. D'autant qu'on peut obtenir des résultats, puisque le but du jeu, c'est l'état élargi de conscience. Ce sont des résultats qu'on peut obtenir simplement en respirant ou en entendant un tambour. Ça, on peut le dire, ça a un effet Alors, important aussi sur la psyché, non? tout à fait, encore faut-il, si vous voulez, c'est sûr que lorsque vous prenez une substance, la substance va faire son œuvre, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'effort conscient à faire. Lorsqu'on pratique la respiration holotropique, alors Stan Grof dit que la respiration produit le même effet que la substance. La respiration ne va pas produire le même effet parce que d'abord c'est fatigant de respirer. Ouais. Il y a des mécanismes de défense qui peuvent se mettre en route. Mm. Une fois que vous avez pris la substance, il peut y avoir aussi des mécanismes qui se mettent, tout dépend aussi de la structure du patient, mais c'est beaucoup plus facile. Mhm. Et c'est beaucoup plus facile au départ, mais si le voyage est difficile, qu'est-ce que vous faites? Alors, quand vous savez que le voyage va être long, ça dure 12 heures, donc vous pouvez passer par des phases extrêmement difficiles, d'où la nécessité d'être accompagné par un praticien expérimenté. Quand vous faites un voyage en respiration holotropique avec cette respiration hyperventilée, accélérée, c'est de l'hyperventilation, accompagnée de musique de trance, des musiques très percussives, la conjonction des musiques et du souffle vous font rentrer dans un état d'expansion de conscience. Ouais. Et si vous vivez une expérience difficile, vous ouvrez les yeux et vous êtes de retour. C'est ça, tout de suite. Donc, vous pouvez sortir de l'expérience. Bon, pendant quelques instants, vous êtes un petit peu... mais ensuite, c'est tout l'art du thérapeute de vous faire travailler sur ce qui vous faisait peur, et puis ensuite, de vous inviter à retourner dans l'expérience. Donc, on est vraiment... on revient hic et nunc, ici et maintenant, dans la réalité très vite. Avec la substance, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, ça peut être... Voilà. Et si l'expérience est très, très, très difficile, à moins de faire une piqûre de Valium pour arrêter l'effet difficile, l'effet douloureux, ça peut être fracassant aussi, vous passez par des tumultes terribles. Ouais, qu'on ne souhaite pas. Non, qu'on ne souhaite pas du tout. C'est pour ça que c'est quand même super d'avoir ces techniques comme la respiration holotropique. C'est génial parce que ça nous permet vraiment de nous dépasser. Encore faut-il la pratiquer avec un praticien expérimenté. C'est très à la mode. Alors, je vois maintenant, ça fait plus de 40 ans que j'exerce et 32 ans que j'anime, que je pratique la respiration holotropique. Donc, je me suis formée aux États-Unis avec Stanislas Grof et ça a été... c'était un tel bonheur de travailler avec lui. La rencontre de vie, j'ai l'impression, il y a quand même... La rencontre de ma vie, c'était la rencontre sur le plan, sur ce qui m'a fécondé spirituellement et intellectuellement. Oui, ça a été la rencontre de ma vie. Ça a été mon mentor, Stan Grof. Et c'est extraordinaire parce qu'on avait tous les deux l'impression de se connaître. Ah, bah voilà. C'était une rencontre, et une rencontre karmique au niveau spirituel, hein, parce que c'est quelqu'un d'une telle intégrité, d'une grande douceur, d'une grande bonté. Il n'est pas du tout dans la gourou, je sais pas, gourou-mania. Hein, il ne se prend pas pour un maître, pour un gourou. C'est quelqu'un qui a vraiment vu l'invisible. Alors qu'il est immense. C'est un ours. C'est un ours quand vous le voyez physiquement. Oui, c'est une rencontre qui a été la rencontre de ma vie. C'est le daimon, c'est vraiment le maître, mais le maître dans toute son authenticité, en fait.
dans sa densité. Alors, on dit on vous dit que c'est un ours. J'ai envie qu'on reparle du corps, puisque c'est la respiration holotropique, c'est quand même un mouvement du coup du corps, c'est une nouvelle conscience qu'on porte à son corps. C'est sans doute l'un des mots de cette civilisation, le fait d'être complètement dans notre tête et d'oublier notre corps. Ouais. Ce que j'aime dans la respiration holotropique, c'est que l'on travaille sur différents niveaux. On travaille au niveau psychodynamique, c'est-à-dire psychologique, et la respiration holotropique, elle crée une hypermnésie, c'est-à-dire que votre mémoire va s'ouvrir. Donc la boîte de Pandore s'ouvre et vous avez accès à plein d'histoires. Alors, des histoires qui vous sont arrivées dans cette vie présente, mais qui ont été refoulées parce que trop douloureuses. Hein, il y a une forme de dissociation, hein, quand il y a trop de souffrance, il y a une partie qui s'en va. Mais cette partie qui s'en va, elle manque au sujet qui est présent. Donc la respiration holotropique, comme le recouvrement d'âme en chamanisme, permet de ramener ces parties et de nous les réintégrer. Comme ça, on comprend pourquoi la souffrance actuelle, hein, d'où elle sort, d'où elle s'origine, la racine. Hein. C'est radical, la c'est radical. Ah oui, c'est complètement. Et on peut avoir accès aussi à des mémoires de naissance. Et c'est ça l'originalité de Grof, c'est que il a créé une nouvelle cartographie de la psyché, établissant le fait que lorsque le bébé vient au monde, il est déjà détenteur de toute une histoire, de son histoire in utero, de l'histoire de sa mère lorsqu'elle l'attendait, de l'histoire du noyau familial, parce qu'il y a une famille aussi qui attend le bébé, et puis ce qui l'a précédé. L'enfant in utero, il est conscient de tout ce qui se passe dans la famille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que après une séance de respiration holotropique, souvent les gens vont restituer à leurs parents des histoires qu'ils ont vécues pendant l'expérience dont on leur avait jamais parlé. Donc la conscience, elle se déplace, elle est pas liée au mental. La conscience, elle n'est pas uniquement dans le corps. Enfin, qu'est-ce que la conscience? C'est un grand débat. Hein. Et on fait des voyages extraordinaires. Et je parle dans mon livre de ma première expérience en respiration holotropique qui a été détonnante pour moi, au sens qui m'a tellement étonnée et qui a tellement ouvert de portes, que c'est elle qui a été à l'origine de mon désir de partir aux États-Unis, me former avec Stanislas Grof. Et c'était le moment, le temps était venu, parce que j'avais entendu parler de Grof 2 ans avant ou 3 ans avant, mais je savais que c'était pas le moment. Enfin, j'explique tout ça dans mon livre et puis je vais pas la raconter maintenant. Mais quand le moment est opportun, lorsque c'est le moment, le beau moment, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Et c'est vrai, ça. Ah oui, c'est très Les choses se font en accord avec le temps. Ça ne sert à rien de les précipiter ou de vouloir ouvrir une porte qui sera peut-être fermée alors qu'elle s'ouvrira un peu plus tard. C'est laisser du temps au temps. C'est ça, une vraie leçon de sagesse. Aujourd'hui, on veut tout très vite, on est dans une dynamique de zapping, de frénésie un peu. Les gens vont de thérapie en thérapie, ils vous demandent combien de temps ça va durer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tout dépend du temps intérieur de la personne et on ne peut rien précipiter. Donc les gens ils zappent les chaînes, ils veulent, c'est le fast-food, c'est le fast-love, on fait plus l'amour, on baise, on collectionne les histoires. On prend plus le temps de la rencontre. Et de la rencontre avec soi aussi. Et dans votre livre, c'est vraiment une belle invitation. C'est vrai, quand on voit votre parcours d'aventurière comme ça, de la psyché, et puis vous partagez également beaucoup aussi de ce que vous avez pu rencontrer comme histoire au fil de votre quête, j'ai envie de dire, de votre quête qui n'est pas finie, hein, puisque vous continuez à être passionné par cette chose étrange qu'est l'être humain. Pardon? Oui, c'est mon adrénaline en fait. C'est le moteur, c'est ce qui m'anime, hein, c'est ce qui anime mon âme, hein, c'est le souffle. C'est mon souffle en fait. Alors, on parlait le souffle. Je vais citer dans votre livre, donc page 155, vous dites qu'une psychanalyse classique peut renforcer les défenses intellectuelles du patient. Donc,
On entend aussi, donc on parlait des thérapies alternatives, donc le tambour, vous pratiquez de façon très très libre votre médecine. Et est-ce que couper le mental, donc du coup, ce serait une autre voie royale vers la guérison? Ces états de modifiés, élargis de conscience auraient les mêmes effets que l'analyse des rêves, par exemple, tel que le proposait Jung, en tout cas, à cet accès à cet invisible, à cette part de la conscience dont on parlait tout à l'heure, et qu'on n'arrive pas encore à déterminer, à circonscrire. C'est nécessaire pour avancer, couper le mental? Alors, je ne dirais pas couper le mental parce que vous avez des patients avec lesquels il faut être extrêmement prudent et donc il ne faut surtout pas déconnecter du mental parce que s'ils ont un mental très structuré, très présent, c'est qu'ils sont quelque part, ils savent que c'est là aussi leur coque de protection, leur protection. Et c'est toute la finesse du thérapeute de voir quelles sont les personnes à qui il peut proposer un travail en état d'expansion de conscience et les patients avec lesquels on doit garder un cadre très, très, très traditionnel. J'ai une de mes patientes que je vois depuis très, 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 très longtemps. Il est évident que jamais je la mettrais dans un groupe. Elle décompenserait. Ah oui. Il faut d'abord proposer. Ce qui est un des traits les plus importants du psy, en fait, c'est le tact. C'est savoir doser, savoir mélanger les approches en fonction de l'état d'être du patient, en fonction de ce qu'il traverse. Je ne propose jamais une thérapie en état de conscience modifié en début de thérapie. Des gens m'appellent, ben voilà, je prends rendez-vous pour une séance de respiration holotropique ou pour une thérapie holotropique. Alors, ok, on prend rendez-vous. Donc la personne vient dans mon cabinet, elle me dit, on va faire de la respiration holotropique, on va faire de la respiration holotropique. Ben, je dis non. Ah ben quand? Ben, d'abord, j'ai besoin de connaître votre itinéraire, pourquoi vous êtes là, pourquoi la respiration holotropique, est-ce que vous avez fait un travail avant? Et je ne pratique jamais la respiration holotropique avec un patient qui va venir me voir une fois ou deux pour des séances de respiration holotropique, parce que c'est une approche qui doit s'inscrire dans un cadre psychothérapeutique. Il y a besoin d'une intégration, il y a besoin d'une préparation. Il faut être très, très, très prudent. Bien sûr. Et puis, pour obtenir le résultat, en fait, hein, encore une fois, c'est toujours cette histoire de résultat. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher dans ces états élargis de conscience? La seule façon de le trouver, c'est d'être accompagné et de faire une quête commune, en fait. Il y a toujours plus dans deux cerveaux dans un. Absolument. Et surtout, ne pas pratiquer en solo. Et surtout, ne pas pratiquer avec quelqu'un qui va vous proposer de la respiration holotropique derrière un écran. Enfin, ça me fiche en colère, si vous saviez. Parce que quand je pense à la formation de Coffret Groff aux États-Unis, toutes les préparations qu'on devait faire avant d'arriver à la formation, le sérieux et puis surtout la rigueur imposée au protocole. Maintenant, on propose, il y a des gens qui ne sont pas formés, hein, ou qui ont fait un groupe de groupes, et qui proposent des groupes de respiration, des stages de respiration holotropique online, alors qu'en respiration holotropique, il y a un travail sur le corps qui est très important. Hein. C'est la présence au corps, elle est essentielle, et c'est notre corps aussi qui nous envoie les messages. C'est ça. Parce que la respiration hyperventilée va créer des tétanies qui sont représentées dans des zones de notre corps qui sont très représentatives de notre histoire. Donc le thérapeute va travailler sur ces rigidités qui étaient appelées par William Reich la cuirasse caractérielle. Il y a tout un travail approprié. Tu vois, c'est du petit point la respiration holotropique. Et ensuite, chaque thérapeute va aussi pratiquer la respiration holotropique avec ce qu'il est, avec sa personnalité. Dans mes groupes, on pratique aussi beaucoup la danse parce que j'adore la danse. J'aime tout ce qui est plastique, tout ce qui est corporel. On peint, on fait des collages, on danse aussi pour faire monter l'énergie. Et puis, chez d'autres thérapeutes, ça sera différent. Je veux dire que chacun amène aussi ce qu'il est dans ce qu'il propose.
c'est ça. Et l'importance du corps, on en revient, vous en parlez Ah bien. oui, c'est essentiel. Ouais. Donc le corps, c'est pas le taxi du cerveau, hein, il a sa propre intelligence, il fait interaction avec Ouais, son ouais. environnement et il a des mémoires qui sont engrammées sur lui, hein. Écoutez, je cite un exemple, mais bon, j'ai deux exemples qui m'ont beaucoup frappé dans ma carrière. Dans mon groupe, il y avait un homme bon, il connaissait pas son histoire périnatale, et pendant un groupe, il découvre, il a l'impression qu'il est crucifié, qu'il est traversé par une aiguille, par des flèches, enfin c'est comme dessin, parce qu'on fait un dessin à la fin de l'expérience pour structurer l'expérience. Il avait fait une crucifixion avec un cœur transpercé. Et il avait vécu que sa mère avait fait 2 tentatives d'avortement pendant qu'elle l'attendait. Ça se passait juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle ne savait pas qui était le père. Elle avait 2 amants à cette époque. Elle ne savait pas qui était le père de cette personne. Sa mère ne lui avait jamais parlé de ces 2 tentatives d'avortement. Et cet homme traînait derrière lui depuis toujours une dépression endogène qui remontait à... Il avait toujours été dépressif. Donc, son être se souvenait de cette tentative d'avortement de sa mère, et cette dépression signait le fait qu'il n'avait pas le droit de vivre puisque sa mère avait tenté de le tuer. Vous voyez, Donc on a sa vie comme ça, et du coup, le fait d'avoir eu cette mémoire qui est revenue et cette compréhension, est-ce que il en est sorti libéré? Est-ce que c'était un problème après? Il a été libéré. Alors, après, ce qui est important, c'est que va faire la personne de ce qu'elle a découvert. Parce que si on découvre que notre dépression est corrélée et reliée à une mémoire périnatale, encore faut-il vouloir se libérer de sa dépression. Parce que déprimer, être malade, ça offre aussi des bénéfices secondaires. Et quand on a connu ça toute sa vie, comment on fait voilà. autrement? Donc le changement, ça fait peur. Donc le changement, que va mettre la personne en place pour changer? Il y a ce qu'on découvre dans la respiration holotropique, mais après il y a tout le travail psychothérapeutique par rapport au changement. Parce que c'est plus facile, oui, de vivre dans des chaussures qui sont un peu trop larges, dans lesquelles vous êtes à l'aise, des vêtements, plutôt que de s'ajuster à ce qui nous va. Parce que quand le changement, ça implique que des renoncements aussi. C'est vrai. Des renoncements, prendre sa liberté, la liberté, elle fait peur. Quand on découvre la liberté, parfois on préfère rester enchaîné plutôt que d'aller découvrir la lumière. C'est le mythe de la caverne. Et ça doit être d'une grande frustration pour vous, puisque si vous trouvez le chemin de la lumière et que vous le montrez à vos patients et qu'ils décident de rester au fond de la caverne, j'imagine que ça doit être pas facile à vivre quand même. C'est pas moi qui leur montre le chemin de la lumière, ça serait un peu présomptueux de ma part. C'est vrai que souvent les patients me disent, mais dans les groupes on se tutoie, hein, parce que c'est un travail très archaïque, tu es très lumineuse, tu as beaucoup de lumière. Non, mais il y a tout le travail que j'ai fait, et, bon, je suis peut-être de la lumière, ce qui n'empêche pas aussi les tumultes, et la vie c'est un mouvement. Mais je crois que le rôle du thérapeute, du psychothérapeute, c'est d'aider le patient à trouver sa propre lumière. Moi, je dirais, et j'aime le terme de Groff, il dit que le praticien holotropique, c'est un facilitateur. C'est-à-dire, on va faciliter le travail, on est des accoucheurs, en fait. La maïeutique. Ouais, voilà, c'est la maïeutique. Et puis, c'est le patient qui va aller à la rencontre de cette lumière et l'accepter ou le mettre à distance. C'est dans sa main, et le libre arbitre est toujours là. Le libre arbitre est toujours là, et c'est vraiment important qu'il le soit. On ne peut pas avoir de désir pour le patient, et on ne peut pas, évidemment, un patient vient voir, mon désir c'est de l'aider, mais je ne peux pas avoir, c'est mon désir, je suis faite pour ça, en fait, Lacan disait, le patient guérit de surcroît. Attendez, quand quelqu'un vient dans mon cabinet déposer sa peine, déposer son chagrin, déposer son désarroi, je suis là pour l'accompagner à aller mieux. Je suis là pour l'accompagner à se guérir,
à prendre soin de lui. In fine, c'est lui qui va se guérir. C'est comme lorsqu'on a une maladie organique, hein, on voit bien chez certains patients atteints d'un cancer, certains patients vont guérir et puis d'autres vont mourir. Et il y a aussi la prise en charge personnelle du patient par rapport à sa maladie. Mal a dit, qu'est-ce que dit le mal? Ou bien qu'est-ce que l'âme vient mettre en scène? Qu'est-ce qu'elle vient dire dans ce mal? Mal a dit, l'anagramme, dans la langue des oiseaux, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de messages. Et ça me renvoie à la première agression que j'ai vécue, dont je parle dans mon livre. Si je n'avais pas été agressée cette première fois, je ne me serais jamais mise à peindre. Et si on reste dans le tragique de l'accident ou de la maladie, on ne s'en sort pas. Ce qui est important, c'est de donner du sens à l'événement. Donc c'est ça aussi qui se passe dans la psychothérapie, c'est arriver à donner du sens au drame que l'on vit ou que l'on a vécu. C'est la résilience en fait. Sinon, on demeure victime de ce qu'on a été. Alors, même si on a été victime, la jeune femme qui a été incestée, ou moi j'étais victime. D'ailleurs, j'ai été reconnue par l'État en tant que victime. J'étais indemnisée aussi. Mais je ne me suis pas comportée en victime. Donc, l'essentiel, c'est d'être reconnue comme victime par la société. Mais de sortir. Mais de sortir de ce rôle, de ce schéma de victime. C'est important. C'est important. C'est quand même un passage obligé. On disait en introduction que vous êtes comme un phénix. Vous avez quand même vécu des choses particulièrement éprouvantes. Vous êtes sauté par la fenêtre pour éviter la lame d'un couteau. Vous êtes fracassé le bassin. Enfin bon, oui, je suis pleine de métal. Je suis pleine de métal. Oui, de partout, mais ça ne se voit pas. Mais bon, parce que j'adore la vie, parce que l'amour, c'est très important. Donc, j'ai eu la chance d'être très, très entourée. Et puis, j'ai cet amour de la vie qui est le plus fort. Donc, et j'ai donné du sens aussi. Mais quand on est dans le noir, dans la nuit noire, quand on est en plein dedans, dans le puits, c'est très, très difficile. Il y a des moments de très, très grand découragement. Oui, ça j'imagine bien. Et quand vous racontez cette histoire du fameux 5 septembre 2016, dans votre livre, au préalable, avant, vous avez une intuition. En fait, vous voyez la scène avant qu'elle n'arrive. C'est pas que je la vois, c'est que j'entends. Je suis avec Patrick, l'avant-dernier patient, qui est très bizarre, il me faisait un peu peur. Enfin, c'est son regard qui me faisait peur. Pourtant, j'ai l'habitude, et je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et je me disais, mais il va me bouffer, il va me sauter dessus. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu vas être menacée d'un couteau et tu ne vas pas ressortir vivante de ton cabinet. En fait, c'est pas Patrick le pauvre, c'était quelqu'un de très égaré, de perdu, qui avait vécu sans amour, et il me buvait des yeux, en fait. Il cherchait à me manger, mais pas pour me détruire. Je lui donnais à manger en l'écoutant, et d'ailleurs, en partant, il m'a dit, écoutez, je n'ai jamais été aussi bien écoutée, est-ce que je peux revenir la semaine prochaine? Alors, j'ai dit, bon, j'avais pas de place, mais je lui ai donné quand même, j'ai trouvé une place. Il m'avait touchée, en fait. Oui. C'était un pauvre, le mot bien air, un pauvre air, vous savez, en fait, il errait, il était en errance. C'est ça. Et pendant que j'étais avec lui en séance, j'ai entendu la sonnette, et c'était le patient suivant, qui était arrivé en avance, et comme j'ai pas de salle d'attente, il a attendu dans les escaliers. Donc, quand Patrick est parti, il a croisé le patient qui attendait. Et ce patient qui attendait, je l'ai fait rentrer dans mon bureau. Il était impeccablement habillé, 1m90, moi je suis 1m60, toute menue. Donc je l'invite à s'asseoir et je lui demande comment puis-je vous aider. Et il s'est levé et puis il a sorti son couteau et il a pointé la lame devant moi. Et il était là pour rigoler. Et il m'a posé certaines questions. Il a voulu que je me mette à plat ventre. Je lui ai dit non. Et puis il venait pour voler,
Et j'ai profité du temps où il me tournait le dos, il fourrageait dans mes affaires. Et j'ai ouvert le... Enfin non, les fenêtres étaient ouvertes, il faisait très très chaud. Il avait essayé auparavant de fermer les volets, mais il y avait plein de plantes sur le balcon, donc il n'y avait pas pu. Et c'est là que cette phrase, et c'est cette phrase « tu ne vas pas sortir vivante » qui m'a propulsée sur le balcon. Donc je suis montée sur le balcon, j'ai été très souple, je fais beaucoup de danse et de yoga, et il ne m'avait pas entendue. Et quand je suis passée, je suis passée par la balustrade, de l'autre côté de la balustrade, et là, je me suis empêtrée les pieds avec les plantes qui étaient sur la balustrade. Et avant de sauter, heureusement qu'on habite au premier étage, mais comme j'étais debout sur le rebord du balcon, ça fait 5-6, ça fait haut. Hein. Ça fait très haut. Et au moment où je tournais la tête, il avait sa lame à 2 cm de mon dos, donc j'ai sauté. Donc cette phrase, tu ne vas pas ressortir vivant de ton cabinet, c'est cette phrase qui m'a fait... D'ailleurs, je le ressens dans mon plexus, c'est cette phrase qui m'a fait sauter. Mais quand je l'ai vu sortir, quand j'étais face à face avec lui, assise dans mon cabinet, et qu'il a sorti sa lame, j'ai été dans un état de sidération. Ouais. Je me suis dit, encore une agression. Et vous savez, quand vous êtes dans un état de sidération, il n'y a plus d'entendement, il n'y a plus de... Vous êtes glacé, vous êtes frigorifié. Frozen. Vous êtes frozen, vous êtes gelé. Ouais. Vous avez un bloc de glace, vous savez. Et puis, je me suis reprise très vite, et cette phrase, mais je n'ai même pas réfléchi. Alors, beaucoup de gens, les gens sont très cons, hein, m'ont dit après... Mais pourquoi t'es sauté? Peut-être qu'il t'aurait rien fait. Mais c'est absurde de dire ça. Vous ne mentalisez pas, vous ne pensez à rien. Non, mais... Vous pensez à rien. Et c'est même pas penser, c'est ressentir, en fait. Voilà. Et puis, je me suis dit, je me suis même pas dit, mais tu vas te casser, tu vas te démembrer, etc. Mais il fallait que je le fasse, en fait. Il y a même il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de mentalisation. C'est quelque chose qui se fait sans réflexion. Vous êtes le corps qui parle. Oui, vous ne pensez plus, vous ne réfléchissez plus. Il n'y a pas d'autre mot qui vienne que le mot mentalisation. Ouais, c'est ça. Et donc cette intuition que vous avez eue, cette voix que vous avez entendue avant et qui vous a sauvé la vie, hein, ouais. Est-ce que vous avez aussi, parce que c'est le titre de votre livre, une psy parle aux esprits, est-ce qu'en consultation, quand vous accompagnez vos patients, vous avez des messages aussi comme ça qui viennent aussi clairement? Alors, le titre, c'était à double tranchant, parce qu'en fait, je ne vais pas tourner les tables et je ne parle pas aux morts, même si j'ai une intuition. Quand j'étais jeune, en tant qu'adolescent, les adolescents, ils aiment jouer avec ça. Mais bon, j'ai pris mon tambour et Tigrane Adin m'a dit, comment tu veux quel titre tu veux pour ton livre? Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, je vais prendre mon tambour et j'ai demandé. Et ce que j'ai entendu, parce que moi je ne vois pas, quand je suis très visuelle dans la vie, mais quand je suis en état modifié de conscience, j'entends. Et le titre, c'était « Une psychanalyste parle aux esprits ». Et Tigrane a dit « Psychanalyste, c'est un peu too much, on va mettre psy ». Alors j'ai mis psy, ça fait un peu trop léger. Bon, finalement, il a choisi psy. Mais parle aux esprits, pour moi, c'était, je n'ai même pas essayé d'analyser, c'était le titre que j'avais reçu et je faisais confiance. Mais le livre, c'est un livre qui s'adresse aux esprits ouverts, aux esprits qui sont en recherche, aux esprits qui sont des fricheurs, aux esprits qui aiment ce qui est novateur, qui souhaitent se désenchaîner de ce qu'on leur a appris et qui se cherchent en fait, c'est ça. Donc c'est un livre qui parle aux esprits libres, ou bien aux esprits qui veulent devenir libres. Alors, il y a aussi un jeu de mots par rapport au fait que quand on pratique le chamanisme, moi je suis une praticienne du chamanisme, je ne suis pas une chamane. J'ai lu dans le livre, vous faites du psychochamanisme. Je fais du psychochamanisme, et ça me va très bien. Comme un travail psychospirituel qui n'a rien à voir avec le religieux. La religion, c'est pas le religieux, et le spirituel, ça n'est pas la religion. Alors que les religions devraient être spirituelles, mais quand on voit tous les drames qui... voilà. Malheureusement, c'est... Donc,
Alors, attendez là, qu'est-ce qu'on dit là? Je me suis perdue. On parlait du psychochamanisme et du Le fait que... psychochamanisme, oui, oui, tout à fait. Et pour moi, c'est des allers-retours. Hein, et donc, le chaman, quand il opère dans l'autre niveau de réalité, dans la réalité élargie, hein, il travaille toujours avec un animal de pouvoir dans le monde d'en bas et avec des guides à forme humaine dans le monde d'en haut. Donc, nous, êtres humains, on est dans le monde, dans la réalité, dans le monde du milieu, dans le monde intermédiaire, et on peut voyager dans le monde d'en bas, ou voyager dans le monde d'en haut, faire des allers-retours. Voilà. Et revenir avec des morceaux d'âme, des messages. Voilà, tout à fait. Alors, je pense que tout ça, sont des codifications. Ce sont des symboles avec lesquels on travaille. On peut ne pas avoir besoin du tout d'aller dans le monde d'en bas avec son animal et puis se relier à la source ou se relier au divin, se relier à la lumière. Je veux dire qu'on a chacun nos modes d'intervention, nos modes d'action. Moi, j'aime tout ce qui est dépouillé et dénudé, donc j'aime pas quand je fais un soin me mettre un vêtement spécial ou je suis contre les déguisements. Donc j'aime ce qui est dépouillé. Donc plus ça va, plus je vais à ce qui est simple. Et j'ai eu la chance d'être formée par des personnes que j'ai beaucoup aimées, qui étaient justement aussi dans ce dépouillement et qui étaient des psychothérapeutes. Michael Harner, qui était anthropologue, était aussi psychothérapeute, qui a créé la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, parce que j'ai été formée aux États-Unis et j'ai fait toute des formations de la FSS. Et puis par Sandra Ingerman, qui était psychothérapeute. La postface d'ailleurs. Oui, elle est géniale, cette femme. Et donc, ils accentuaient vraiment l'enseignement sur le fait que on ne peut pas singer les autochtones. Enfin, c'est l'appropriation culturelle en plus, et ce serait être. C'est du vol quelque part. C'est du vol. C'est bon. Surtout qu'on a nos propres cultures chamaniques. Mais bien sûr, absolument, tout à fait. Voilà, donc autant aller aux racines. On parlait des plantes médecines qui sont plus efficaces sur leur terrain pour leur population, et c'est vrai que nous en Europe on a aussi un socle chamanique avec absolument, tout à fait, tout à fait, qui demande à ressurgir. Et c'est vrai que dans votre livre vous parlez de la crise que la société traverse. Le temps a passé à une vitesse incroyable. Il nous reste un petit quart d'heure. Je voudrais quand même qu'on mette les choses dans une image un peu globale. Donc cette crise qu'on traverse, et donc ce chamanisme qui revient, qui pop de partout. Et là, effectivement, il y a des alertes aussi à mettre en place, parce que je n'ai pas chaman qui veut. On en a parlé un peu longuement sur les respirations holotropiques en Zoom. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Et dans le chamanisme, il y a un petit peu de tout. On peut dire quand même que c'est une pratique qui permet aux uns comme aux autres de se rapprocher de la nature, des éléments, de porter un nouveau regard sur le vivant. Et c'est vrai que ce qu'on nous apprend et la culture de cette société aujourd'hui, a priori, il n'y a que l'homme qui est vivant. Tout le reste est mort, puisqu'on peut l'élever en batterie, on peut l'extraire à coups de dynamite. À part l'homme, le reste du monde est mort. Et ça, c'est quand même, pour le chaman, intenable, en fait. Et il y a un chaman en nous, en fait, quand même, qui... Dans la nature, tout vit, tout est animé, hein, tout respire. L'autre jour, je me baladais, j'étais en Provence, parce que je suis entre Paris et la Provence, et j'ai trouvé une pierre sur le chemin, mais c'était un visage. Il y avait un visage qui était sculpté. D'ailleurs, j'ai pris une photo, je la mettrai, je crois, sur Instagram. Et donc, dans la tradition chamanique, on va pouvoir utiliser cette pierre comme symbole de divination. Alors, est-ce qu'on va la prendre avec soi, la pierre, ou pas? Est-ce qu'on a le droit? Alors, quand j'ai vu cette pierre, je me dis non, j'ai pas le droit. Elle appartient, elle a été faite par un esprit du lieu. Hein, c'est peut-être l'esprit du lieu. Enfin, j'ai pas le droit. Et puis j'étais très très interpellée parce que c'était un visage magnifique. On avait l'impression que c'était un visage d'une statuaire grecque. Vous savez, ces visages un peu nez écrasé. Alors j'ai avancé, j'ai fait 100 pas. Et puis je me suis dit, je vais retourner en arrière. Si je la retrouve,
Ça veut dire qu'elle était pour moi, qu'elle était là pour moi. Sinon, je la laisse, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle reste. Donc, j'ai refait mes 100 pas, j'ai cherché la pierre et je ne l'ai pas vue. Donc, vous voyez, donc, il faut faire très attention à ne pas prendre dans un lieu naturel, quelque chose qui est peut-être destiné à rester là parce que c'est un objet de protection. Voilà. Et ça, on l'a beaucoup appris avec Michael Harner et Sandra Ingerman, c'est-à-dire que la nature ne nous appartient pas. Elle a ses lois, elle a ses règles, et voilà. Et elle se respecte. Et elle se respecte. Et alors, on dit, dans la tradition chamanique, que ces pierres sculptées, nous, on dirait sculptées par l'érosion, un géologue dira, bah, elles ont été sculptées par l'érosion, le vent, etc., le temps. Et la tradition, on dit, mais non, ce sont des objets qui ont été faits par des, on appelle les little beings, les petits êtres, c'est les elfes, les lutins, les fées, hein, qui sont là, hein, qui existent, et que moi j'avais un enfant, bon, le plus jeune, Raphaël, il voyait ces petits êtres quand il était petit. Oh, c'était mignon. Voilà, et ils existent, et c'est eux parfois qui font des... Vous voyez par exemple sur les arbres, sur l'écorce des arbres, parfois vous avez des visages qui apparaissent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et qui apparaissent, alors tout le monde ne les voit pas. Moi j'avais une de mes amies qui était, c'était une magicienne, c'était une sorcière blanche, hein. Et elle, avec un petit appareil de merde, hein, un petit instamatique, elle vous faisait des photos, mais quand elle les développait, mais vous aviez des présences. Je me souviens du visage d'un Christ qui était apparu sur... Alors qu'à l'œil nu, on ne voyait rien. Oui, c'est son regard à elle. Elle a voilà, et c'est capter l'invisible. C'est ça, c'est un voilà. regard, c'est une vision. Et en fait, l'invisible est tout autour de nous, simplement. Alors elle voyait ce que nous ne voyons pas, ou pas toujours. Pas toujours. Alors, vous dites que c'était d'une sorcière blanche. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous metteriez l'étiquette sorcière, ou est-ce que c'est quand même trop connoté? Comment est-ce que vous vous sentez avec cette image de la sorcière aujourd'hui? Je vous ai raconté un rêve, enfin une expérience que j'avais vécue. Moi, je pense que, enfin, je le sens. J'étais une hérétique. Je vous avais parlé d'une expérience que j'avais vécue, hein, où j'avais été brûlée comme sorcière. Mais j'aurais pu être brûlée aussi, puisque au sein du monde de la psychanalyse, quand j'ai fait ma formation avec Groff il y a plus de 30 ans, mais certains confrères me disaient, mais tu es complètement folle, qu'est-ce que tu as mélangé la psychanalyse avec la respiration holotropique, mais ça n'a rien à faire. Idem, lorsque je me suis formée en EMDR avec David Servan-Schreiber, certains confrères très rigides m'ont critiqué, mais c'était pas grave, c'est que je suivais ma voie et j'allais là où c'était juste pour moi. Je ne pouvais pas, en tant que psy, continuer à travailler avec une méthode à laquelle je suis restée fidèle, mais qui n'est plus suffisante pour s'exprimer ou pour se découvrir. Pour moi, la psychanalyse est un outil référentiel extraordinaire par rapport à la compréhension de l'inconscient, par rapport à la compréhension psychique de l'individu, mais il y a aussi le grenier qui est à explorer, et pas uniquement les caves. Mais je demeure et persiste à dire que quand on veut être psychothérapeute, on ne peut pas faire l'économie de la psychanalyse pour ensuite aller découvrir d'autres terres. Parce que sinon, on n'est pas assez armaturé. Ouais. C'est la base, c'est le fondement, et c'est tout à fait nécessaire. Ah oui, c'est les racines. Un arbre sans racines, il ne donnera rien. Et je vois bien je fais beaucoup de supervision, et j'ai beaucoup de psys qui viennent faire un travail avec moi, parce qu'ils se sont formés à des approches holistiques, mais ils se rendent compte au fur et à mesure de leur pratique qu'il y a quelque chose qui leur manque, c'est la compréhension de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est la partie non visible de nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est si c'est pas du spirituel et de l'intuitif? Voilà, l'inconscient, on le nomme, on le voit pas. Mais l'inconscient, c'est quand même la partie la plus consciente de nous. 95% de nos actions sont menées par l'inconscient dans une journée. Donc, si on n'a pas travaillé sur son inconscient, comment peut-on aider son patient dans des terres que l'on n'a pas nous-mêmes explorées? Tout à fait.
Et donc la sorcière, elle explore. Elle va Elle aller chercher. explore, je dirais que je ne mets pas de nom, pas d'étiquette. Il y a une phrase que j'ai mise de Freud dans mon bouquin. Freud, il a quitté aussi les conventions, il a quitté, de par ses explorations de la psyché, hein, pendant un temps, il s'est désolidarisé, enfin, il n'a pas été reconnu par ses confrères, voilà. Mais il était extrêmement prudent dans ses investigations et il a tout fait pour que la psychanalyse soit reliée à la science, soit une science. Est-ce que la psychanalyse est une science? C'est Parce peut-être pas tellement qu'on trouve important que la psyché finalement. sont des équations et des petites Ouais, cases. c'est pas ce qui est important. L'important, c'est que ça fonctionne. Mais maintenant, avec toute la découverte autour des états d'expansion de conscience et tout ce que l'on sait, ça ne suffit plus à l'aventure de la conscience. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà Ouais, du cadre. Une fois qu'on est bien dans le cadre sécurisé. voilà, il faut aller au-delà du cadre une fois qu'on est dans le cadre. Parce C'est que ça. C'est le danser cadre, avec le chaos, c'est ça dont vous parlez aussi dans votre livre? je dirais que il y a une phrase que j'aime. Oui, on ne peut pas créer de l'ordre s'il n'y a pas eu du chaos. On ne peut pas planter des graines si on n'a pas labouré la terre. Donc, la psychanalyse, le travail psychique, au départ, il nous dérange, il nous laboure, ça nous remue. Mais c'est parce que justement, ça nous remue qu'on va pouvoir aussi y planter des graines nouvelles. Mais si la terre reste étale, elle ne respire plus. Elle est morte. La mer morte, dans la mer morte, il n'y a rien qui pousse. Et le mouvement, c'est la vie, en fait. C'est ça. Donc là, on est Avec ces tumultes, avec ces turbulences. C'est ça. Et là, ce mouvement-là, il n'est pas que individuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, hein, la quête de sens. Et c'est pour ça aussi que toutes ces pratiques alternatives, cette nouvelle façon de voir la spiritualité, c'est précieux aujourd'hui. Et aussi bien, enfin, tous les enseignements qui peuvent nourrir notre âme sont précieux aujourd'hui. Et pour ça, merci encore, merci pour le partage dans ce magnifique livre. Merci à vous, Julie, ça me touche beaucoup. Mais non, mais on a beaucoup de chance que vous ayez fait ce parcours. Vous êtes une pionnière, en fait, Martine. Vous êtes une aventurière, une exploratrice, mais une pionnière aussi. Je pense que dans quelques années, les pratiques que vous avez expérimentées et pour lesquelles vous œuvrez encore seront, je l'espère, beaucoup plus démocratisées. Parce que c'est quand même des raccourcis pour régler des problèmes. Voilà, aujourd'hui, certes, les gens veulent aller vite, mais le monde bouge beaucoup, donc les médecines doivent aussi s'adapter. Absolument, tout à fait, tout à fait. Mais de rester. Je vous entends plus du tout là. Ah pardon. Non, parce que votre voix était coupée. A été coupée, oui. Ouais. Je disais voilà, danser avec le chaos, c'est aussi explorer des nouvelles voies et accepter l'inconnu, accepter le prix de la liberté. Tout à fait, c'est cette phrase de Nietzsche d'ailleurs que j'ai mise dans mon bouquin. Je crois qu'il faut avoir, peut-être que je la trahis un peu, mais il est important d'avoir rencontré le chaos pour donner naissance à une étoile qui danse. Et ça, c'est magnifique. Oui, c'est mourir pour renaître aussi, c'est ça. C'est mourir pour renaître, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et si on n'a pas connu les épreuves, elles nous structurent. De toute façon, la vie, ce sont des épreuves aussi. Et c'est aussi ce qui fait le piment. Parfois, c'est difficile. Mais quand on est sorti de l'épreuve, on se sent vraiment un guerrier spirituel. On n'est pas un guerrier pour détruire, hein, mais on se rend bien compte qu'on a des dragons à l'intérieur de nous. On les a rencontrés, on les a combattus. Il y a des dragons aussi dans la vie. Le voyage du héros, c'est ça. Hein. C'est d'aller dans l'obscurité, hein, c'est de rencontrer ces démons pour ensuite retourner à la lumière libre. Hein, c'est ça, la liberté, elle se conquiert souvent par le combat. Mais c'est un combat aussi qui n'est pas fait pour tuer, mais pour vivre. C'est ça, pour revivre et renaître à soi-même toujours avec plus d'acuité et rester dans cette quête, parce que c'est vraiment une pelure d'oignon aussi. Hein, oui, tout à fait, mais c'est arriver vraiment à l'essentiel. Et c'est arriver je dirais, au dépouillement, pas le dépouillement, oui, au dépouillement, il n'y a plus rien à enlever. Mais tant qu'on est vivant, il y aura toujours à enlever. C'est ça.
C'est ça aussi le fun de la vie. Hein. C'est ça, le fun de la vie. L'art, Ouais. il y a plein de sujets que j'aurais voulu qu'on aborde aussi. L'art, par exemple, vous en Je parlez. serais ravie, oui, oui. L'art, pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, ça a été ma résilience. Hein, et comment j'ai peint. Et maintenant, ce que j'aimerais enseigner, c'est qu'on a tous à l'intérieur de nous ce trésor créatif. Mais on est tellement inhibé, tellement censuré, parce que c'est pas beau, c'est moche, je dois pas peindre parce qu'il faut que je prenne des cours, etc. Et quand vous peignez en état de conscience expansée, au son du tambour, c'est génial. Ah C'est ouais. comme, voilà. Et moi, j'ai jamais appris à peindre. J'étais nulle en dessin et en peinture. Et c'est à la suite de cette première agression que j'ai commencé à peindre. Ça m'a libérée, ça m'a guérie aussi. Et c'est ça aussi que maintenant, peut-être, j'ai envie d'enseigner. Bien sûr, le fait de créer de ses mains, c'est l'univers qu'on fait descendre dans la matière. C'est Mettre les mains dans la matière, agréable. Ouais. se salir les mains, se salir ses vêtements, se foutre de la peinture un peu dans les cheveux, parce que les cheveux vont venir très bien dans la peinture. Et c'est jubilatoire. Ah oui, c'est jubilatoire. La création, l'artistique aussi, Ouais. la vie doit être jubilatoire, donc il faut y aller. Ça peut faire que du bien. Où est-ce qu'on peut? Alors, vous allez faire un stage prochainement, il me semble. Vous me disiez. Alors, il y a un stage du 24 au 26 mai, c'est un week-end, qui aura lieu au domaine de Toussac, c'est à côté de Provins, c'est du chartreuse bouddhiste, un très très beau lieu avec une très très belle nature. Donc quand il fait beau, on essaye de travailler dans la nature. Et toutes les informations sont sur mon site, psyemergence.com, et vous avez aussi toutes les infos sur Facebook. Sur Facebook, ma page, c'est Citara, C-Y-T-H-A. C'est un nom qui m'a été donné par un maître soufi, Citara Martine Gerco, et puis je suis aussi sur Instagram à mon nom. On mettra les liens dans les commentaires de la vidéo. C'est super, merci beaucoup. Je remonte votre livre, Une psy parle aux esprits, c'est chez Mama Édition. Il est magnifique. En plus, c'est écrit, mais divinement bien. C'est vraiment, voilà, vous nous prenez la main et vous ne pouvez pas nous la lâcher. C'est vraiment génial. Une très belle rencontre. Merci beaucoup, Martine. Merci, Julie, et merci à vous tous qui m'avez écouté. J'espère que vous avez ri, que c'était jubilatoire aussi pour vous. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'ai senti que vous étiez rentré dans mon livre et que c'était une conversation entre deux amis. C'est comme une conversation entre deux amis alors qu'on ne s'est jamais rencontrés. Deux jeunes amis. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Merci, Julie. À bientôt. Voilà, cet entretien est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi et merci à tous ceux qui le verront en replay. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre des cœurs, des pouces en l'air ou encore à cliquer sur la cloche pour être informé du prochain live. Mais surtout, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous emportez avec vous à la suite de cette belle rencontre avec Martine Gerco. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour recueillir vos impressions, vos remerciements, c'est souvent et ça fait vraiment plaisir. Merci encore. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live. On va parler d'ancrage. Et l'ancrage, Martine en parlait, c'est essentiel, surtout en ce moment. Je vous allais apprendre de nouvelles façons d'envisager l'ancrage, de le mettre au quotidien dans vos pratiques, dans votre façon d'être ancré dans la vie, quoi, pour être bien. Allez, bonne soirée, au revoir à tout le monde et à bientôt. Ciao.